C'est toujours un plaisir chaque semaine de présenter à de nouvelles collègues qui font partie un peu de l'imaginaire professionnel. Et quand je dis imaginaire, c'est pas seulement, c'est par rapport à l'imagination et à l'inspiration, mais c'est des collaborations bien réelles. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de présenter Natasha Ginwala, qui nous vient de plusieurs coins du monde, à l'origine de l'Inde, et en passant par l'Europe de l'Ouest. Natasha a étudié en Hollande et vit actuellement en partie entre Berlin et Colombo, au Sri Lanka. Et sa pratique curatoriale est vraiment axée sur la mise en avant de la création artistique d'un point de vue postcolonial. Donc Natasha est commissaire et écrivaine. Elle est commissaire associée au Gropius Bau, qui est un centre, une maison d'art contemporain à Berlin. Et elle est aussi commissaire du Festival COLOMBOSCOPE. Elle a commissarié l'édition de COLOMBOSCOPE de 2019 à Colombo. Et elle a été commissaire de la Biennale Contour, qui est une biennale en Belgique. Et c'est là encore où on voit la force de l'art et la force de l'espace de commissariat, parce que avec ce projet My East is not your West, mon Est n'est pas ton Ouest, c'était, je pense, la première fois que deux pays voisins, deux pays frères, mais qui sont ennemis jurés depuis de très très longues années, se retrouvaient dans un même espace, c'est-à-dire l'Inde et le Pakistan, se retrouvaient à partager le même pavillon dans le cadre de la Biennale de Venise. Donc c'est un projet qui a eu beaucoup de succès et qui était vraiment très important. Ça, c'était en 2015. Elle a également commissarié corruption, Everybody Knows, à e-flux à New York. Elle a été membre de l'équipe artistique de la 8e Biennale d'art contemporain de Berlin en 2014 et a été co-commissaire du Museum of Freedom à la Biennale de Taipei et au Museum Stucky à Lodz en Pologne. Et surtout, Natasha a aussi été membre de l'équipe curatoriale de la dernière édition de Documenta, la Documenta 14, qui était commissariée sous la direction artistique d'Adam Simchik. Et de très très nouveau, très récemment, Natasha a été nommée commissaire de la prochaine édition de la Biennale de Contour. Donc, un parcours de commissaire plus que classique, quoi. On est très contente aujourd'hui de la conférence de Natasha qui va nous parler des révoltes, de corruption et de justice en termes de trois entités et de sujets ingouvernables dans le cadre de la pratique artistique. Merci. Good evening, everyone. It's a real pleasure to be at RAW after following the program from a distance and meeting a few members of the team from a distance. So to finally be here and be part of Kura is really special. We've had a long day of discussions and viewing artworks and curatorial processes, and so I'm hoping that the energy will continue to stay with us for the next 45 minutes or so. Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir de finalement être là après avoir observé Raw Material et ses activités de loin. C'est un plaisir de finalement être là. Nous avons eu une longue journée de discussion et de dur labeur. J'espère que l'énergie va rester pour les 45 minutes à venir. So I decided in today's lecture to actually, rather than present a specific exhibition,
to share historical research that started as one segment of my contribution within Documenta 14, which specifically looks at a quite traumatic episode within the Indian subcontinent under British colonialism, which is the Bengal famine. Sorry. Yeah. J'ai préféré ne pas montrer une exposition. J'ai préféré plutôt partager un travail de recherche historique qui est au sujet d'une période assez, on va dire, dramatique du sous-continent indien sous la domination anglaise, britannique. Et donc c'était une période de grande famine. So we're going to discuss the question of famine also in accompaniment to artistic representation, photographic representation. But to just explain the role of this is also the fact that within the exhibition we were looking at how the history of the Second World War, as we know it from a Western perspective, is obviously quite skewed in the sense that it did not include this particular episode of famine that was a colonial construction. And so just trying to weave in the imperial narrative of the war, but then counteracting it with the relationship with the history of famine is what I want to bring about today. Nous n'allons pas parler juste de la famine en tant que telle, mais des représentations artistiques de ce fait, de la famine au Bengale. Et puis aussi montrer comment est-ce que cette histoire de la famine au Bengale par rapport a été invisibilisée un peu par la Deuxième Guerre mondiale et lier les faits historiques de cette famine-là à une histoire de l'impérialisme et à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale aussi. Okay, I'm going to read a bit. It is believed that the spotted hyenas of Harar came to roam the city during the Ethiopian famine of 1888, surviving on organic refuse and human remains. Traveling through Ireland preceding the Great Hunger of 1845 to 49, Alexis de Tocqueville wrote to his father of decimated fields and a traumatized country. Il est dit que les hyènes qui ont été localisées à Harar sont venues errer dans la ville pendant la famine éthiopienne de 1888, survivant à partir de restes organiques et humains. Pendant son voyage à travers l'Irlande, avant la grande famine de 1845 à 49, Alexis de Tocqueville a écrit à son père à propos des champs dévastés et d'un pays traumatisé. Tocqueville wrote, "It is a frightening thing, I assure you, to see a whole population reduced to fasting like Trappists and not being sure of surviving to the next harvest." Donc, il lui écrit, c'est une chose effrayante, je vous assure, de voir une population entière réduite à jeûner comme des trappistes et à ne pas être sûr de survivre à la prochaine moisson. The economist Amartya Sen from India states that no famine has taken place in the history of the world in a functioning democracy. L'économiste indien Amartya Sen dit que dans l'histoire du monde, aucune famine n'a jamais eu lieu au sein d'une démocratie qui fonctionne. And the famine has been a motive in the spread of empire and repressive ideological powers from Egypt to China and Russia, Ethiopia to India. Even the dead are not safe from its mass sweep.
Et la famine a été un trait dans l'expansion d'empire et de pouvoir idéologique répressif de l'Égypte à la Chine, à la Russie, en passant par l'Éthiopie et l'Inde. Même les morts ne sont pas à l'abri de cette dévastation de masse. So what we were trying to understand within this segment was not only this one specific episode of famine, but the larger kind of politics of hunger and what it has to do with the history of colonization. Donc, ce qu'on va essayer de comprendre à partir de ce paragraphe, ce n'est pas seulement cet épisode précis de famine, mais une vision beaucoup plus large de la famine et en relation avec l'histoire des politiques de la faim. Let me proceed with one more instance before going further into the specific history of the Bengale famine. In the Irish case, which I mentioned, also from the 19th century, it took 100 years before Tony Blair decided, among many of his apologies, to institute another apology which was issued for the famine in Ireland that he did only in 1997 after as part of this other set of apologies that came after the invasion of Iraq, for instance, as well. Donc, un autre exemple avant de continuer, c'est le cas irlandais. Il a fallu tout au moins un siècle pour que Tony Blair se décide enfin à présenter des excuses publiques pour la famine qui a eu lieu. So these are some of the photographs specific to the Bengale famine from 1943-44, in which millions died in the chaos following the invasion of Burma by the Japanese, and it remained a hidden genocide until recent years. Donc, ce sont des photos de la famine du Bengale qui a duré de 1943 à 1944 et dans laquelle des millions de personnes ont perdu la vie dans le chaos qui a succédé à l'invasion de la Birmanie par le Japon. This disaster was structured through British colonial governance during the years when the call for freedom was growing ever louder across the Indian subcontinent. Ce désastre, cette catastrophe a été structurée à travers l'administration coloniale britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que l'appel à la libération était de plus en plus retentissant à travers le sous-continent indien. And here, returning to Amartya Sen, in his analysis of famine as a function of repression, he says that starvation is characteristic of some people not having enough food to eat. It is not the characteristic of there not being enough food to eat. I know this sounds obvious, but it's just the way that the mechanism works. It's not that there isn't enough provision to sustain the community. It is who obviously has the rights of access. Donc pour en revenir à Amartya Sen, à son analyse de la famine comme étant une fonction de répression, il dit que la famine est la caractéristique de personne, est un signe qu'il y a des gens qui n'ont pas assez à manger. Ce n'est pas un signe de manque de nourriture. Je pense que ça peut sembler terre à terre ou évident, mais je pense que c'est important de le rappeler, que ce n'est pas une question de manque de nourriture, mais c'est une question de qui a accès à la nourriture. The British leader Winston Churchill had said at that time that no greater portion of the world population was so effectively protected from the horrors and perils of the World War as were the peoples of Hindustan. They were carried through the struggle on the shoulders of our small island, he said.
Winston Churchill a une fois dit qu'il n'y a pas eu de population dans le monde qui était mieux protégée des horreurs et des périls de la guerre mondiale que les peuples de l'Hindustan. Ils ont traversé le conflit à califourchon sur les épaules de notre petite île. With this statement, he rendered the famine in Bengal a blind spot in the record of colonial modernity. But when pressed by Indian national leaders about the famine's grave extent, who pleaded for action to replenish food resources, the Prime Minister then said, "Why hasn't Mahatma Gandhi died yet?" Avec cette déclaration, il a rendu invisible la famine au Bengale dans l'histoire de la modernité coloniale. Quand il était urgé par les leaders nationaux indiens à propos de la grave expansion de la famine, ces leaders qui plaidaient pour que le gouvernement mène des actions afin de renforcer les ressources alimentaires, le Premier ministre britannique a rétorqué. Alors pourquoi est-ce que Gandhi n'est pas encore mort? So this is one of the other photographic evidences that we have from this time, where you see also the Viceroy, the British Viceroy in Calcutta, who is overseeing the process of food distribution, etc. in a free kitchen, and the population below who are demanding for more food grain supplies. Donc c'est un autre exemple en image où vous pouvez voir le vice-roi de l'époque, Archibald Wavell, qui est en train de superviser une opération de distribution de nourriture à Calcutta, et où vous pouvez voir les populations affamées en train de demander de la nourriture. Perhaps this fact is also still needing further attention, which is the fact that the Imperial Army during the wartime swelled with Indian troops numbering 131,000 when Britain entered the war against Germany in 1939. Peut-être qu'il est aussi important de rappeler que l'armée impériale que les rangs de l'armée impériale britannique grossissaient avec des troupes indiennes qui allaient aux alentours de 131 000 hommes, alors, pendant que la Grande-Bretagne s'en allait en guerre contre l'Allemagne en 1939. So this was a time when certain freedom fighters, such as Subhash Chandra Bose, who was perhaps more radical, was demanding that Indians from inside would not waste any further time in the call for freedom. And yet, inside the country, because the famine was growing, there was further internal security that, in a sense, actually delayed the freedom struggle and its result ultimately. Donc c'était à une époque où des résistants tels que Subhash Chandra Bose, qui était peut-être le plus radical, faisait un ultimatum pour la libération complète de la communauté et urgeait les populations à se battre pour finir au plus tôt cette forme d'aliénation. Et en même temps que les gens, en même temps qu'ils encourageaient certaines personnes à quitter à s'en aller du pays pour fuir la famine. And it wasn't only these hundreds of thousands of men who went to fight from the Indian subcontinent in the World War II, but also the entire economy, obviously under colonization, was providing the supplies, right from the railway carriages to timber to even the uniforms that were worn on the battlegrounds. Donc ce n'était pas que des soldats qui allaient grossir les rangs de l'armée britannique, mais c'était aussi toutes les ressources intérieures qui étaient mises à la disposition de l'Empire pour servir les causes britanniques. Donc ça pouvait aller du bois à
à l'acier, au ciment, au textile, etc. So this was the time when, on the one hand, you had Gandhians who were fighting the path of non-violence and the Satyagraha movement, and at the same time, you had a more militant call for freedom that were happening in parallel in the 40s, in the early 40s. C'était une époque où vous pouviez avoir les pacifistes qui préféraient la méthode, qui utilisaient la méthode non violente de Gandhi, notamment des gens du mouvement Satyagraha, et de l'autre côté, des gens qui étaient un peu plus radicaux. Et il y avait ces deux mouvements parallèles au même moment pendant les années 40. So the British, in the face of this, and this happened in many other colonies, they instituted policies such as the boat denial policy and the rice denial policy, which effectively meant that freshly harvested grains were set on fire or even dumped into rivers. So that essentially the population that was living on the edges and that could not cooperate with forces like the Japanese or those who were coming from Burma and join those in alliance were basically denied the right to sustain themselves. Donc il y avait, comme dans beaucoup de territoires colonisés, il y avait des politiques impériales telles que la politique du déni des bateaux ou bien la politique du déni du riz, qui voulait dire que les récoltes fraîchement moissonnées étaient brûlées ou bien même lancées jetées à l'eau, jetées dans le fleuve. Et ça leur permettait de faire en sorte que les populations locales ne puissent pas entrer en contact avec les autres populations autour qui vivaient la même situation et qui auraient pu s'allier pour combattre ensemble. This is a photograph by Sunil Jana, who is one of the early, foremost modernist photographers. He also took photographs of, for instance, Jawaharlal Nehru and other leaders. He photographed indigenous minorities and tribal groups across India as well. At the same time, he was one of the major Indian photographers who documented the famine, and we showed the original photographs within the documentary exhibition as well. C'est une photographie de Sunil Jana, qui était un célèbre photographe qui a pris en photo, qui a photographié qui a fait des portraits d'autres combattants tels que Nehru, entre autres, et qui a largement documenté la famine avec des photos de situations réelles. I'm going to jump because I feel like we maybe don't have that much time. One of the aspects, again, that created this dependency of the community in India to the colonizers was the fact that they created once more a kind of indebtedness. And this indebtedness meant that if you go by, say, the writing of somebody like Mauricio Lazzarato, the sociologist and philosopher, this kind of making of an indebted man is also a way of keeping further control over the society at this time of devastation. So the timing, in a sense, was very, very carefully crafted. Because if you think about it, this is 43, 44, and independence, of course, came just a few years later. Donc l'une des autres techniques pour maintenir les gens dans la dépendance, c'était de développer une certaine culture de l'endettement. Et comme Mauricio Lazzarato le dit dans son œuvre, la fabrication des personnes endettées, il y avait des relations de pouvoir entre les propriétaires et les non-propriétaires, et le fait de garder quelqu'un dans la dette était un moyen de manipuler une société entière.
Et donc l'endettement, la misère des gens qui étaient endettés était mise en place à travers était mise en place de manière structurelle. Et c'était dans les années qui étaient juste avant l'indépendance, dans les années 40. This is another artist who was responding with kind of immediacy to the famine. We were also thinking within Documenta 14 about the artist as a reporter and what it means when news media is censored or under certain kind of colonial control, so that the kind of representation that needs to happen through the news cannot be let out. And so this was the way that artists within Bengal were countering censorship and news about the famine to spread through making these kind of sketches. Donc c'est une œuvre d'un autre artiste connu de l'époque. Et ce genre de portrait était la manière pour plusieurs artistes de cette époque de contourner une censure, parce que ce n'est pas possible de parler de ce genre de problème dans les journaux. Donc faire ce genre de portrait était une manière à eux de contourner la censure et de documenter en quelque sorte la famine et le désastre qui était en cours. Zainul Abidin was regarded as a founding figure within the artistic landscape of Bangladesh, and he was also quite politically active. He was very young at the time when the famine broke out, and he created a kind of, perhaps what I would think of as an iconography of wretchedness by going into the countryside, using whatever kinds of scraps of paper that he could afford at the time, using charcoal, but also using just not even like, not using obviously art supplies at the time, using all kinds of ink that he found to document with very precise detail what was going on in the countryside and on the streets of Calcutta. Donc Zainul Abidin était très jeune quand cette famine a éclaté, a commencé. Et il a développé en quelque sorte une iconographie des affamés, une iconographie des défavorisés, en utilisant du carton, des fois du charbon, des matières qui étaient très, on va dire, rudimentaires, pour représenter les scènes qui rendaient compte de ce désastre dans les rues de Calcutta. Zainul Abidin was a painter who grew up by the river, and he said, "The river is my greatest teacher." This was the river Brahmaputra, which connects the Bengal Delta. And after the famine, he was so traumatized by this same river because it was the one where memories of the famine still survived. Zainul Abidin est un artiste qui a grandi au bord du fleuve Brahmaputra, et il a déjà dit il a une fois dit que la rivière était son plus grand enseignant, et donc la famine a changé son regard par rapport à cette rivière puisqu'elle est devenue un site de traumatisme. So actually, one way of also linking and talking about art history, because I understand that this is obviously it's a part of a political history of the subcontinent, but it's not separate from art history at all, because what you have here is Sunil Jana, the photographer I first showed you, Zainul Abidin, this artist making the sketches, and a third artist who I'm going to come to. They all joined in with the Communist Party of India at the time, and they were asked by P.C. Joshi, who was a communist leader, to create and then print these sketches and photographs within the party paper that was called People's War and then People's Age. Donc c'est aussi pour en revenir aux questions d'histoire de l'art, juste pour dire que l'histoire de l'art n'est pas, on ne peut pas séparer l'histoire de l'art avec l'histoire politique d'un endroit. Zainul Abidin comme Janil, comme l'autre artiste qui a été Sunil Jana, étaient des membres aussi du parti communiste.
And it was through these newspaper channels that eventually there was a call for larger international visibility and for food supplies to be brought into India during the Second World War, but by this time, millions had already passed on. Et c'est à travers ce journal aussi que les appels ont été lancés au soulèvement, mais aussi des appels à une forme humanitaire pour les sinistrés du Bengale. Mais au moment où ces appels commençaient à être entendus, des millions de gens avaient déjà perdu la vie. One of the aspects that circulates with famine is rumor, and so rumor causing panic, right? So what happens at this moment is, of course, this kind of rise in panic, and then those who are able to start to hoard food, which creates a further shortage. So I'm going to read a short passage of what Gandhi wrote at the time. Donc, l'un des aspects aussi qui est central dans ce genre de situation, c'est la rumeur. Donc, il y avait des vagues de rumeurs par rapport aux pénuries de nourriture. Et pendant ce temps, il y avait aussi des gens qui thésaurisaient de la nourriture alors qu'il y avait pénurie. Donc, je m'en vais lire un passage de Gandhi sur ce sujet. One of Gandhi's biggest contributions, which is perhaps not enough talked about, is his newspapers and the kind of newsletters and publications that he did. Some of them are still stored in my hometown, and I had a chance to see the originals. One of the newspapers is called Harijan. Donc, l'une des principales contributions de Gandhi, et peut-être l'une des moins connues, c'était son journal. Donc, et c'est un journal qui est encore conservé dans la ville. Le nom du journal, c'était Harijan. In which he wrote very simply, telling people at the times that these rumors were spiraling that scarcities would indeed worsen as the war went on longer, because, as he said, there were no imports possible from the outside, either of foodstuff or cloth, because everything was actually being further taken from the Indian economy to supply the war front. And so this was when he continued to advise peasants to cultivate various crops that went from banana to yam to pumpkin, to keep a kind of a claim over the ground that they still had. Sorry, where is located the part that you just read? Donc, dans ce journal, il avertissait que les pénuries allaient empirer tant que la guerre continuait, qu'il n'y avait pas d'importation de l'extérieur, ni de nourriture, ni d'habits. Donc, il a conseillé aux paysans de cultiver de la banane, des betteraves, de l'igname et du potiron. Briefly to mention, one of Gandhi's other experiments in nonviolence, as some of you would know, was the hunger strike itself. So there's a lot of paradox in the fact of talking about famine, but at the same time, the hunger strike obviously is also a political weapon, again, during the same time period. Donc, l'une des expériences de Gandhi dans la résistance non violente était la grève de la faim, qui est restée un instrument vital. When Gandhi took up a fast in February 1943, the newspaper that was under colonial control at the time, The Spectator, wrote, Mr. Gandhi's fast, which had then been the first 8 days of the hunger protest, was causing great displeasure to the Viceroy. They wanted him to stop at any cost and called it a form of political blackmail. Donc, quand Gandhi a commencé sa grève de la faim en février 1943, un journal britannique a écrit comme titre à la une, le jeûne de
Monsieur Gandhi, tout en faisant référence aux premiers 8 jours de grève de la faim et à sa correspondance avec le vice-roi Lithgow, qui exprimait son mécontentement et qui décrivait la grève de la faim de Gandhi comme une forme de chantage politique. I was just mention also the commentary of the anthropologist Arjuna Appadurai, who says when he looks at Gandhian politics of hunger, he thinks of it as engaging a morality of refusal. And it's this kind of morality of refusal which time and again also was implemented as part of the strategies towards the freedom struggle. Donc je vais donner aussi le commentaire d'un anthropologue qui disait que ce que Gandhi faisait en commençant une grève de la faim, c'était de décliner, de mettre en place quelque part une morale du refus. Et cette morale du refus était une culture fondamentale de la privation comme une libération symbolique, ou bien comme symbolique de la libération. Going to the next page. The third figure that I wanted to talk to you about is Chitta Prasad, who was mainly a printmaker, and he was also part of the Communist Party but anti-fascist movements at the same time, and it was all three of them that their works were plotted within these newspapers and then circulated internationally. L'œuvre que je vous montre est une œuvre de Chitta Prasad qui était aussi membre du Parti communiste indien, et il fait partie de ces 3 artistes cités dont les œuvres figuraient dans le journal de ce parti à l'époque et qui étaient vues un peu partout dans le monde. So this kind of booklet, which is called Hungry Bengal, was published and it was realized by Chitta Prasad when he moved meticulously through the Midnapur district, which was very much affected by the famine. It's a book that again is very much about this reportage in connection to, you have reportage and then you have kind of this evidence of the protagonist who he is seeing in front of him. So it's almost a kind of journalistic image in itself. Donc Chitta Prasad a produit une sorte de livret qui s'appelle Hungry Bengale, qui a été écrit comme un carnet de voyage à travers dans la région du Midnapur en novembre 1943, une région qui n'était pas épargnée par la famine. C'était un carnet de voyage, mais aussi c'était une manière de présenter des preuves des ravages de la famine, des preuves venant d'un témoin populaire. All the copies of Hungry Bengal, as we know so far, have been burnt during the British regime, and the only surviving copy that is known of was on view within Documenta, is part of this section on display, and was available for people to view for the first time in several years. La majorité des copies de ce carnet de voyage ont été brûlées par l'administration coloniale britannique, et la seule version restante connue a été republiée et circule aujourd'hui. Chitta Prasad also designed a poster for the acclaimed film Do Bhiga Zameen that was released a decade later in 1953 by the filmmaker Bimal Roy. It was the first Indian entry to Cannes and was based on a poem of Rabindranath Tagore. Il a aussi fait un poster pour le film Do Bhiga Zameen en 1953, un film réalisé par Bimal Roy, et qui place un paysan, la figure d'un paysan au centre d'une histoire liée à une terre affectée par la famine.
The film draws on Italian neorealism and it captures the desperate life of a farmer during famine who endures great suffering to defend less than an acre of ancestral land from the hands of a local moneylender who wishes to sell the plot for a mill construction project. Donc, le film s'inspire du néoréalisme italien et ça relate la vie désespérée d'un cultivateur qui subit, qui peine à défendre moins d'un hectare d'une terre ancestrale contre les créanciers locaux qui souhaitent vendre ce lopin de terre pour un projet de construction d'usine. So it's clear how much the visual culture in India was affected by this famine in the immediate years after independence as well, while the country was then going through major upheaval because of the partition violence. C'est assez clair comment l'environnement visuel de l'Inde était affecté par cette famine au moment où ça se passait. So I don't have too many images here, but of the display. But for instance, over here you see some of these sketches by Chitta Prasad, and you saw the enlarged versions within the presentation before. These are some of the Communist Party newspapers that I mentioned that discussed various international events that were submerged or censored by the British media, and also held these sketches, several illustrations actually by artists on a regular basis, which included the famine as well. Donc c'était quelques portraits réalisés par cet artiste, et ici vous avez des coupons du journal du Parti communiste indien qui s'exprimait sur beaucoup de problèmes, on va dire beaucoup de sujets internationaux, mais aussi sur beaucoup de thèmes qui étaient censurés par l'administration coloniale britannique. The demographer and economist Robert Malthus, we all know, perpetuated the idea that famine is a curse of bad seasons upon a booming population, presenting it as a necessary corrective to balance the population quotient with food available in the world. L'économiste et démographe Robert Malthus a perpétué l'idée selon laquelle la famine est une malédiction des mauvaises saisons sur une population qui se reproduit, la présentant comme une correction nécessaire afin d'équilibrer le quotient de la population avec la quantité de nourriture disponible dans le monde. The notion of famine as inevitable has been further fabricated through the ages and been lent weight by myth, as we also see in the Babylonian epic of Gilgamesh. Donc la notion de la famine comme étant inévitable a été fabriquée, construite à travers le temps et a été renforcée par le mythe, comme dans le livre 11 de l'épique babylonien de Gilgamesh. The very idea of apocalypse encapsulates the famine narrative, from biblical accounts that disclose the construction of divine wrath to Hindu deities who guard society against natural catastrophe. L'idée même de l'apocalypse porte en elle un récit de la famine, des récits bibliques qui déploient une construction de la colère divine aux divinités hindoues qui protègent la société contre les catastrophes naturelles.
However, compared to other calamities like floods or earthquakes, say, the temporality and scale of famine are the most complex to measure and control. Hunger is that which defies measurement, bearing a resolute political charge. Mais comparé aux autres catastrophes, comme les inondations, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, la temporalité et l'échelle de la famine, la temporalité et l'échelle de la famine sont beaucoup plus difficiles à mesurer et à contrôler. The subjective construction of hunger functions at the level of the gut, as we know. So there is no real common index to chart its comprehensive impact in world history. La construction subjective des fonctions de la faim, la construction subjective de la faim fonctionne au niveau des tribus. Il n'y a pas d'indicateur commun pour mesurer l'impact compréhensif de la famine dans l'histoire du monde. And therefore, human experience battles with regimes of governance in the formation of truth-telling. Et donc l'expérience humaine est mise face au régime de gouvernance et sont intégralement associés. I was reading this quote by Ginwala which felt relevant also within this scenario, especially to do with hunger. He says in A Man of the People, "Where is the all-powerful white man today? He came, he ate, and he went. But we are still around. The important thing then is to stay alive. Besides, if you survive, who knows? It may be your turn to eat tomorrow. Your son may bring home your share." Donc je vais lire un extrait du livre A Man of the People de Ginwala qui illustre un peu ces propos. Où se trouve le tout-puissant homme blanc aujourd'hui? Il est venu, il a mangé et il est parti. Nous sommes encore là. La chose importante alors est de rester en vie. En plus, si vous survivez, qui sait, ce sera peut-être à votre tour de manger demain. Votre fils pourrait vous ramener votre part. So while the structural conditions of famine have been around for centuries and will recur in our future as well, the fact of it is what kind of representation, image are we going to create in the future? Donc, alors que la famille a de tout temps été présente dans notre histoire et peut-être qu'elle sera même présente dans le futur, la question c'est quel type de représentation allons-nous en produire? In closing, I want to recall this work, which is from a series called Wounds, which is by artist, printmaker, and sculptor Somnath Kaur, also from the Bengale region. Donc pour conclure, je voudrais montrer cette série qui s'appelle Wounds, faite par un artiste impressionniste et sculpteur qui est devenu un membre actif du Parti communiste durant la famine du Bengale. Kaur's scarred, burnt paper pulp works from the 1970s, so much later, he was a generation after the artist's first shoot, bear the texture of decades of unspeakable suffering, from the Bengal famine to the partition of the subcontinent, the struggle in Vietnam, and the liberation war in Bangladesh, all of which he etched in his work. Les œuvres en papier mâché brûlé de Hall des années 70 portent la texture de dizaines d'années de souffrance indicible, de la famine du Bengale au morcellement sanglant du sous-continent, le combat du Vietnam et la guerre de libération du Bangladesh, se tenant comme une mémoire, comme une mémoire de la perte et comme un palimpseste des courants intermédiaires de la modernité. These are artworks that refute erasure, marking history as wound.
Hunger, after all, is the most intimate enemy. Ce sont des œuvres qui refusent l'effacement, qui marquent l'histoire comme une plaie. La faim, après tout, est l'ennemi le plus intime. Thank you. Thank you, Natasha. This was very interesting. I wonder if you could share with us a bit about your own research process for this, and also what the state of research on the Bengale famine in general is. Sorry. Do you want to translate the question? Merci pour la présentation. Je voudrais savoir si tu pouvais partager avec nous sur ton processus de recherche. Sorry, could you reformulate the second part of your question? Et l'état général de la recherche sur la famine du Bengale. Et l'état général de la recherche sur ce sujet, sur le sujet de la famine au Bengale. I first studied about the Bengal famine as a student of political science before I went into curating. But it was essentially through Documenta 14 that I was given the time and the kind of resources to look into it much further, including looking at original documents. Donc j'ai d'abord étudié la question de la famine au Bengale en tant qu'étudiante en sciences politiques, mais plus tard c'était à travers Documenta 40 que j'ai eu l'occasion d'aller beaucoup plus en profondeur sur ce sujet. Also in terms of the larger kind of research, there's been research extensively through economics. As I mentioned, Amartya Sen, who has written on the Bengal famine as part of award-winning research work. But what felt, in a way, within the kind of contemporary artistic context, let's say, as something that had perhaps not been explored enough, was how to bring in all of these different artists who, after the division of the subcontinent, after the making of India, Pakistan, Bangladesh, how to actually bring all of their voices back together again as they were on this newspaper page and deliver that history to a German, firstly, and then an international public. Il y a aussi eu des recherches principalement en économie. C'est pour ça que j'ai mentionné Amartya Sen. Mais disons que le côté artistique de cette histoire-là n'a pas été suffisamment exploré. Notamment comment rassembler les voix de tous ces différents artistes qui ont eu à s'exprimer à cette période-là. Donc comment les rassembler d'abord en Allemagne, puis dans le reste du monde. Just as a side note, so I also worked during my research with an author called Madhushree Mukherjee, who has written this seminal book called Churchill's Secret War. And this was the one where a lot of the economic facts, all of which I didn't go through in detail here, were gathered that have to do with the data of what the Indian economy went through during the Second World War and the role of Churchill specifically in dealing the process of freedom. Donc j'ai aussi beaucoup travaillé avec un économiste qui est l'auteur du livre Churchill's Secret War in India, et donc qui me donne beaucoup de données économiques sur ce que l'Inde a eu à subir durant la période de la famine. So she came to Documenta 40 in Kassel and presented an extensive lecture as well. So it was a way of integrating the research further. And interestingly, the BBC contacted her and then me to collect these images and our references to do a feature about Churchill after the exhibition ended. The funny thing was, of course, that they wanted to give absolutely no research credit.
So once more, you're meant to service the BBC for something that essentially they should know or provide research credit for. Donc elle est venue présenter son travail de recherche à Documenta 40 et ce qui est drôle c'est qu'à un certain moment la BBC nous a contactés toutes les deux pour rassembler des éléments qui leur manquaient pour faire une sorte de portrait de Churchill. Et assez étrangement, ils n'ont pas voulu nous créditer quand ils ont fini de rassembler ces éléments-là. Ces éléments qu'ils auraient dû, en principe, déjà avoir. I was going to ask Natasha if you have contemporary artists in India who are working on this subject now, and how do they engage with this history, like now? J'allais demander si en Inde, il y avait des artistes contemporains qui travaillaient sur cette question-là et comment est-ce qu'ils approchaient ce sujet. I'm not immediately aware of artists who are contemporary artists who are dealing with this specific famine, but there are several artists who are looking at other questions of obviously land rights and food security, which I believe relates to the documentation of the famine at that time. But there are other questions now, of course, that are incredibly urgent, a lot of which have to do with mining and extraction. And I know that that's also going to be a question for Raw in the next exhibition. So I see this more as a bigger question now that artists are finding the kind of aesthetic language to deal with the regimes of extraction from the planet at a different level. Je ne suis pas vraiment informé sur le fait qu'il y ait ou pas des artistes qui abordent ce sujet précisément, la famine au Bengale. Mais je sais que beaucoup d'entre eux, de plus en plus, touchent à des sujets qui sont reliés d'une manière ou d'une autre à l'histoire de cette famine. Donc c'est des questions qui sont beaucoup liées aux mines et à l'extraction. Et pour moi, ça nous ramène vers une plus grande question qui est celle du fait que les artistes contemporains maintenant trouvent un langage esthétique pour parler sur ce genre de sujet. So another question. I'm curious about what you said, that the artists stepped in the wake of censorship and submersion, etc. This is traditionally one way of explaining Russian literature in the 19th century. In a deeply undemocratic society, literature became like a release for political debates, and that is also a way of explaining how it could become so popular even in Russia at the time. Can you see contemporary examples where art is functioning in a structurally similar way? I have some in mind, but I'm curious what you think. Donc je suis curieuse par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure en parlant des artistes qui faisaient face à la censure de l'administration coloniale. C'est une chose qui s'est passée aussi pour la littérature russe des années 60. Et en fait, la littérature, dans ce cas précis, est devenue la place même des débats politiques. Et c'est pour ça aussi, quelque part, qu'elle est devenue populaire, même en Russie. J'aimerais bien savoir si vous avez des exemples. I feel like there are actually, there are incredible examples at different levels. Of course, if you talk about literature, there's someone like Arundhati Roy, which most people also know here. Within the visual arts,
there has already been a huge shift in not only in India but across the subcontinent, of finding more subversive and ironic kind of ways to discuss some of these kind of inequalities in society under right-wing rule, because censorship is constant in the last few years. So I don't know how, I mean, I'm not sure whether to evoke specific examples, because in a way there's the worst thing, which is of course self-censorship, firstly, and secondly, it's kind of becoming a renegotiation at a very fundamental level of what can be exhibited in a public institution, especially. Donc, bien sûr, il y a beaucoup d'exemples au niveau de la littérature, par exemple, mais il se passe aussi quelque chose au niveau des arts visuels dans tout le sous-continent, c'est que les artistes ont de plus en plus tendance à chercher des manières subversives de s'exprimer sur des sujets comme les inégalités dans une société qui est sous une administration d'extrême droite, un peu. Il y a aussi deux problèmes majeurs pour moi, même s'il y a la censure, il y a aussi la question de l'autocensure, et je crois qu'il y a une renégociation quelque part aussi de ce qui peut se dire et ce qui ne peut pas se dire dans l'espace public à un niveau beaucoup plus fondamental. I would be curious to hear what you think on that, because you said you had ideas, you didn't say. Yes, I would argue that there is possibly a structural similarity when it comes to the paradigm shift in media in general since the 90s onwards, where so-called investigative journalism has decreased radically, and at the same time we have, and this was something we discussed with the Royal Academy session the other day with the fellows, the rise of the documentary turn in contemporary art. And particularly, I would think of this in relation to the political and social developments in Eastern Europe during the 90s, where there was such a surge of work within the documentary practices, talking about things which you maybe 10 years prior to that would have encountered in the media. And also a kind of depth and meticulousness that the media from the 90s onwards particularly has lacked. But also an example which was shown at Documenta at the same time as the material you have just shown us, namely forensic architecture and the Friends of Halit, the installation which explored in a forensic manner the murder of Halit Yoska, the 26-year-old man who was working in his family's internet cafe in 2006, and the neglect of the German police, secret service, as well as the media around the series of killings, of which this was only one, that were committed by the National Socialist Underground, a Nazi group that was allowed to rummage about for 10 years. Oh, sorry. Désolé, je vais résumer. C'est très long. Sorry. Donc j'aimerais voir s'il y avait des similarités structurelles par rapport à on va dire un décentrement de paradigme par rapport au journalisme et par rapport au fait qu'il y ait de plus en plus de propos bien documentés dans l'art contemporain, en relation avec la politique, surtout en Europe de l'Ouest. Je fais aussi référence à ce manque de profondeur et de sérieux des médias des années 60. Maybe to... je vais parler en français, mais bon, puisque je m'adresse à Maria, je vais quand même parler en anglais. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de traduction aujourd'hui? Oui, quand même. Ok, d'accord.
So I'll speak in English, and so I think what you said sort of sent me to the observation that all of us could make as curators or artists or people working in that field post the fall of the Berlin Wall, where I had the feeling that there was a kind of an unleash of archival practices that in a certain way were not a response, but a kind of a logical suite of the fact that an entire world of opacity, so to speak, fell apart, and the desire to unearth stories and histories that were covered for the longest time. So, and this is also the moment of the rise of the post-colonial studies and understanding of colonial history and so on. So I think that the fall of the wall was kind of a marker for these practices to emerge, so to speak. Nous pouvons tous observer quelque chose qui à mon avis, est lié à la chute du mur de Berlin, qui est une forme de frénésie à vouloir documenter tout ce qui s'est passé entre-temps. Donc pour moi, c'est la suite logique de la fin d'un monde qui était en autarcie, ce désir d'exhumer des histoires, ce désir de faire ressortir les archives. Et c'est aussi la même époque à laquelle émergent les études post-coloniales. Donc je pense que la chute du mur de Berlin est un moment clé. Sorry, I think in that sense, wasn't thinking of the question in such a wide way, but in the sessions today, we spent a lot of time discussing certain artistic practices that actually produce forms of evidence and testimony. We also looked very closely at the kind of publishing that can accompany curatorial practice. So how do you actually change or add a turn to what is circulating in the news media by certain kind of publishing practices that accompany exhibition making. So we did talk about that, and of course there's in the Contour Biennial, if I look at it, then there's Eric Baudelaire, there's not Naeem Mohammed, but I've worked with him several times. There's Lawrence, Abu Hamdan. I mean, we shared a lot of artists who actually use certain kinds of languages that have to do with an investigative kind of methodology. And the entire Beirut crew? Yeah. Donc, durant les sessions, ici, on a beaucoup parlé de l'art et de comment est-ce que des œuvres d'art des artistes peuvent produire des œuvres qui sont aussi des preuves ou bien des témoignages de situations, disons, sociopolitiques. Et comment est-ce que les artistes pouvaient altérer ou bien pouvaient compléter les informations des médias à travers leur propre œuvre. Il y a beaucoup d'artistes certains avec qui j'ai eu à travailler, qui en effet utilisent un langage, on va dire un langage d'enquêteur, ou bien qui utilisent une approche très proche de l'enquête pour produire des œuvres qui seraient des témoins de ce genre d'événement. As a practitioner of this sort of process that you're describing, I think that the interesting question is to know whether or not it's the art world that is producing these new practices, or rather certain practices have migrated towards the art world, in part because
other ecosystems in which they used to exist have been dried up in the form of, in the sense of this current stage of capitalism dries up the possibility for investigative reporting inside of media because it's not efficient in a capitalistic way, and that there are certain practices that probably would have remained in their prior environments if the ecology hadn't dried up. And so the current, what we call the art world, is an interesting place today because it has become possible for these practices to find sustenance, economic sustenance, audiences. But probably this will not last forever because the art world is not immune from this evolution, this capitalistic evolution. So, but this is the current phase in which we are living, and it's an interesting one, but it's not necessarily one that guarantees a future. I can self-translate if you want. Tu veux que je fasse la traduction? Oui. Je disais qu'on parle beaucoup de cette évolution de certaines pratiques d'investigation ou de le monde de l'art qui fabrique des processus documentaires, de recherche, d'archives qui avant existaient dans d'autres sphères, par exemple le journalisme, ou par exemple l'Académie, ou le monde universitaire, ou le monde du cinéma aussi, qui est traditionnel dans les salles de cinéma, et qu'en fait, je me pose la question de savoir si c'est le monde de l'art qui a généré ces nouvelles formes de recherche, ou si c'est simplement ces formes de recherche qui ont migré, qui ont dû quitter leur environnement naturel, parce qu'avant, les journalismes pouvaient permettre à des gens de passer 6 mois pour faire des investigations d'archives et de les publier, et aujourd'hui, c'est de moins en moins facile pour un journaliste de faire ce genre de travail. Le monde du cinéma ne montre plus des films de cette nature, donc on va chercher le financement là où on le trouve, et en fin de compte, on va chercher le financement, on va aussi chercher le public là où on le trouve. Et aujourd'hui, le monde de l'art est comme une espèce de dernier refuge pour certaines de ces pratiques. Et beaucoup des artistes dont Natasha a parlé ne sont pas des artistes au départ, ce sont des politologues, ce sont des architectes, ce sont des gens qui travaillent dans d'autres univers et qui ont été un peu attirés comme ça, comme des migrants vers un nouveau monde. Mais que ça, c'est pas forcément pérenne, ça peut aussi disparaître. Je voulais ajouter quelque chose à ça. Merci Eric. Je pense que tu as tellement raison, parce que je pense que la consommation du monde de l'art par le marché est un signe très clair que ce genre de pratiques n'ont pas vraiment un vrai avenir, parce que ce ne sont pas vraiment des pratiques marchandes, oui. Ce n'est pas vraiment des pratiques collectibles. Et donc ça rend leur incorporation assez limitée aussi, même si c'est reconnu sur le plan critique, sur le plan théorique et tout ça. Et on parlait d'exemples tout à l'heure. Je pense qu'un des exemples patents que nous connaissons tous, nous les professionnels de ce milieu, c'est Rence Media Collective. Ils n'étaient pas des artistes, ils n'ont jamais été des artistes, ils ont même jusqu'à présent du mal à se considérer comme des artistes, sont des chercheurs, des sociologues, des architectes et tout ça. Juste pour expliquer, Rence Media, c'est un collectif d'artistes de l'Inde, de New Delhi, dont leur pratique a surtout été basée sur la recherche sociologique et politique. Et il y a une architecte dans le groupe. Et c'est effectivement parce que leur travail très, très académique, très théorique, ne trouvait pas forcément le public en fait auquel ils voulaient s'adresser, que l'espace muséal, l'espace des expositions et des biennales les ont un peu récupérés et de plus en plus présentés. Et aujourd'hui, ils sont considérés comme des artistes, mais au fond, ce ne sont pas des artistes. Oui, vas-y. Merci. J'ai trouvé très intéressant le travail que vous avez fait. Et dans l'histoire des sociétés, il y a eu des histoires de famille. Je ne sais pas, est-ce que vous avez fait des corrélations pour voir les connexions qu'il pourrait-il avoir?
Oui, et ensuite, les artistes que vous avez présentés sont tous au masculin. Et on sait que ces vulnérabilités touchent en particulier la femme. Est-ce qu'il y a eu des femmes qui se sont adonnées à des pratiques artistiques par rapport à cette question? Et puis enfin, ça c'était 43-44, par rapport à la crise environnementale, à l'épuisement des ressources naturelles. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a des risques que cette famine revienne? Et puis, par rapport à la dernière intervention de tout à l'heure, je veux juste rajouter, moi, que de plus en plus les disciplines, je veux dire, on voit de plus en plus que le discours scientifique manque de fluidité pour être accessible aux sociétés. Et de plus en plus, on s'adresse aux artistes pour faire la médiation de ce discours. En 2013, quand le groupe des experts internationaux sur le climat a produit un rapport, l'UNESCO a organisé une exposition s'adapter à l'Anthropocène et a primé des artistes. Donc du coup, les pratiques artistiques sont de plus en plus utilisées pour essayer de fluidifier le discours scientifique. Merci. Thank you. The first part, if I understood right, you were also talking about familial accounts, stories connected to different generations who've been impacted. So the Hungry Bengal, especially, which Prasad made the booklet, it documented family stories, and also it specifically documented, especially also quite brutal reality of broken up families and abandoned children, etc. Through that reportage. I had a section which I didn't read because it was too long, the lecture, which had to do with the vulnerability of women and the fact that women account for a greater number of victims, at least within this specific history. There were women artists at the time, but in my research at least I didn't come across women artists who were working on this topic. Perhaps we have to go dig even further in the history and the archives to find those examples. The examples that we have are more, as I said, there's stories about what women endured, and another big outcome was also that during the famine there were women who were forced into prostitution at the time, and there are records of that as well. Bel et bien des récits familiaux, des histoires familiales. Par exemple, dans le livret, dans le carnet de voyage dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Hamburger Bahnhof, il y a l'auteur documente des histoires familiales dans le contexte de la famine. Et des fois, il y a aussi notamment des histoires de famille éclatées du fait de la situation. Et par rapport à la vulnérabilité des femmes, il y a toute une section qui en parle dans ma présentation, mais je n'ai pas eu le temps de la lire. En effet, il y avait des femmes artistes à l'époque, mais dans ma recherche, je n'ai pas trouvé de femmes artistes qui parlaient de ce sujet spécifique. Peut-être qu'il y a besoin de plus de recherche dessus. Mais par exemple, dans cette section, je raconte qu'il y a des femmes, par exemple, qui ont été forcées à la prostitution à cause de la famine. Donc, effectivement, il y a la vulnérabilité des femmes apparaît dans ce récit de la famine. Merci beaucoup, Natasha.